Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Je suis Hélène. Oh, et je suis Mélanie. J'ai jamais le cue. Tu me dis pas quand tu vas nous présenter ou pas? C'est l'inspiration très du spontané. moment. Oui. Comme vous savez, on est extrêmement spontané. Préparé, non? Genre 2 minutes avant de commencer, on a fait ça. OK, go! Bienvenue à cet épisode de trash, comme d'habitude. Ben oui. De meurtre et de plaisir. Un petit shout-out d'une histoire qui me fait beaucoup rire. Je vais pas c'est la maman de Lexi et Arnaud. Un petit shout-out à vous, Lexi et Arnaud, qui nous écoutent. Oui, allô? Je lis l'histoire parce que c'est vraiment cocasse, puis je sais que en tant que mère, ça va te faire rire aussi. Elle dit « Salut les filles, ça fait longtemps que je pense à vous écrire, c'est maintenant ou jamais. J'ai commencé à vous écouter en rafale sur le chemin du retour entre Moncton et Montréal. J'étais seule avec mes enfants de 7 et 5 ans. Je conduisais de nuit, j'étais certaine qu'ils dormaient et donc vous me gardiez réveillée. Mais oh surprise! Tout à coup, sur la route, j'entends ma fille me dire « Maman, c'est quoi tes histoires de mort? » Je lui demande donc ce qu'elle a entendu et elle me raconte en détail l'histoire du congélateur. C'est une histoire très douce. Ouais. Mon fils de 5 ans, que je croyais endormi encore, répond « Mais non, le podcast de mort à maman raconte qu'un monsieur et une madame sont morts assis en statue sur le bord de la piscine d'une maison qu'ils voulaient acheter. » C'est l'autre épisode que tu avais raconté. Un épisode vraiment trash aussi. Elle dit « Je réalise donc qu'ils étaient bien réveillés et écoutaient avec passion vos histoires. Quelle mère je suis. Ils me demandent de nouveaux épisodes depuis. » Oupsie! Bon, ben, des jeunes fans de true crime. Oui, écoute. allô, Alexis et Arnaud. On est vraiment contente que vous nous écoutiez. Oui. On espère que vous ne faites pas de cauchemar. Ouais. L'histoire est hilarante. C'est nous qui enregistraient. On a enregistré beaucoup d'épisodes là, avec nos filles bébés, à côté de nous. Là. Oui. Mais bon, ils comprenaient pas, on s'entend? Non. Ouais. Pour ça que là, on les sont à garderie. Ils comprendront toujours pas. Là, ma fille, elle a 1 an. Ouais, mais ils sont plus tannants. Mettons, on peut plus enregistrer avec elle à côté. Ils sont gossants. Ouais. Fait que bref, voilà, le petit shout-out de la journée. Je trouvais ça trop drôle. C'est trop cute. Puis là, t'as des potins pour moi sur Alberguer que tu me dis. Oui. Je sais pas c'est quoi les potins, mais j'ai vraiment hâte. Oui, c'est ça. J'ai 2 potins sur Albert Gay. Alors, shoot. Pas le dernier épisode, l'autre d'avant que tu m'as raconté. Alors, il y en a un que c'est de ma belle tante, la tante à Anthony. Alors, salut Joe! Alors, Joe raconte que, elle dit, alors, potin, ma mère, qui est morte récemment à 96 ans, repose en paix, Madame Pouliot, elle avait donc 23 ans en 1949. Elle n'était pas encore mariée et travaillait le midi dans un petit resto très comme il faut sur la rue Saut-au-Matelot, près de la rue Saint-Pierre. Alors, la Wall Street de Québec. Je savais pas. OK. Les avocats, les juges et les notaires allaient y dîner. Elle était serveuse. Albert Gay allait aussi y dîner souvent. Et c'était un homme assez extravagant de qui elle et ses collègues se moquaient. Il disait toutes sortes d'affaires qui n'avaient pas d'allure, il exagérait, il mentait, bref. No shit. Bref, c'était un peu une tête à claque. Il avait dit un beau midi que sa femme part en voyage le soir même sur la Côte-Nord, qu'elle prend l'avion, qu'il lui a payé un beau séjour, blablabla, et se vante. Épais. Elle lui a écrit sur parenthèse, épais. Le soir même, quand ils ont appris la tragédie, ma mère était chez sa collègue et meilleure amie et lui a dit « Gage-tu que c'est Albert Gay tellement innocent qui a fait sauter l'avion? Pas besoin de te dire qu'elles ont freaké tout le long de cette affaire et qu'elles n'ont jamais oublié ça. » Et autre potin, mon oncle habitait près de chez la bonne femme Pitre. C'est ainsi que tous la nommaient. Et il y avait toujours des gens sous sa fenêtre pour l'invectiver. N'oublions pas que plusieurs autres victimes ont péri. Et elle ouvrait sa fenêtre et leur lançait des bonbons. Une autre lumière. Bon, alors c'est ça. C'était mon potin Albert Gay. C'est bien fou. La journée même, il est comme j'ai payé un beau voyage à ma blonde. Blablabla, genre il se vante. What? Un style de psychopathe, là. C'est tellement un comportement typique d'un meurtrier, par exemple. Ouais, vraiment. De se vanter un peu, d'être vraiment fier de sa chute. Aïe, aïe.
Ouais. Tu sais, je l'imagine vraiment comme ça, là, genre à 100%. raconter beaucoup de mensonges puis exagérer. Comme 100%. sa C'est peut-être à ce situation. restaurant-là qu'il avait rencontré Marie-Ange, sa copine. Peut-être. Elle était serveuse dans un resto. Potin numéro 2. Potin numéro 2 de Catherine. Alors, qui dit « Salut les bines! En écoutant votre épisode à propos du bijoutier, ça a sonné une cloche dans ma tête. J'attendais de voir mon grand-père la fin de semaine dernière pour confirmer ce que j'avais à vous dire à propos de l'explosion de l'avion Assaut au cochon. Mon grand-papa Dubé a eu 100 ans la semaine dernière. Bon anniversaire, grand-papa Dubé! En plus, elle a envoyé une photo, puis pour vrai, il a l'air top shape pour 100 ans. Là, genre. Je vois. Oh shit! Oh, il est trop cute! Oui, il est vraiment cute. Oui, alors dit, bon, mon grand-père a eu 100 ans la semaine dernière. Mon grand-père vit à Saint-Jean-Port-Gély et a été le croque-mort du village toute sa vie. Aujourd'hui, à la retraite, évidemment. Il a été des premières personnes à aller sur le site de Saut au cochon pour la récupération des corps et des passagers de l'avion. Puis en plus, elle a envoyé une photo où on voit son grand-père comme sur le site du crash. Ah ouais? Ouais. Puis dans la photo, il y a un gars qui ressemble vraiment à Albert Guay. Mais elle est comme floue, fait que tu sais, on sait pas exactement si c'est lui, mais attends, check. Il est comme là, puis si tu scrolls, après ça, on voit sa face de proche, puis ça y ressemble vraiment. Ah, je l'ai vu cette photo-là. C'est son grand-père? Oui, il y a son grand-père sur cette photo-là. Mais lequel? Ok, on sait pas lequel. Crime, c'est vrai qu'il ressort. Oh, c'est sûr que c'est lui. Il était sur les premiers sur les lieux, apparemment. Non, ben pas les premiers. En tout cas, il était allé sur les lieux. Oui, il est allé, ouais. Crime, oui. Ouais, hein? C'est sûr, c'est lui, le gars avec la chemise blanche. Ouais. Faudrait publier la photo à quelque part. Ouais, faudrait la mettre. On va vous la montrer, gang. C'est vraiment fou. Ah, c'est débile. Ben, sinon, c'est ça. Elle a mis une petite flèche pour montrer son grand-papa sur la photo agrandie, là. Ah, OK. Ouais. Oh, c'est trop cute. Voilà. C'était. Les potins, voyons. C'est ça qui est cool de faire des histoires québécoises. Ouais. C'est qu'après ça, on a tellement de potins parce que les grands-parents ou les parents ont des connexions, ont des histoires par rapport à ça. C'est capoté. Mais je m'attendais pas à avoir autant de potins sur celle-là qui est quand même vieille, tu sais. Ouais. Mais c'est cool. C'est des potins de grands-parents. Vraiment. Je suis down. Eh boy. Voilà. Les potins. C'est les potins. Fait que là, c'est à toi de nous raconter une histoire. Oui. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du plus long procès de l'histoire du Canada. Oh! Et là, question quiz pour toi. Combien tu penses de temps que ça a duré le plus long procès de l'histoire du Canada? Genre combien de jours en cours ou, mettons, ça s'est étiré sur combien d'années? Je t'en dis pas le plus long procès. OK, je vais dire... Le procès, 3 ans. Moi aussi, j'aurais cru que c'était ça. C'est 11 semaines. Ah. C'est vraiment pas long, hein? Non. Moi aussi, j'aurais cru que c'était vraiment long, mais ça a l'air... Je sais pas, j'ai fait des recherches puis ils disent ça partout. OK. C'est le plus long au Canada. Mais ça veut dire qu'un procès, c'est vraiment pas long. Normalement, c'est un très long, ça doit être genre 4 semaines. Là, peut-être. Ouais. Je sais pas. S'il était à la cour à tous les jours ou, tu sais, je sais pas. Mais moi aussi, j'étais comme crime. J'ai lu ça. Ouais. Ça doit être en termes d'années. Non. Presque 3 mois. Je trouvais ça drôle. Mais, au total, le gars, il a passé un peu plus de temps en procès. Okay. Donc, je te raconte aujourd'hui l'histoire de Peter Demeter. OK. Mais là, je vais l'appeler Déméter parce que... OK. Déméter parce que je vais pas me donner un accent anglais à chaque fois que je vois un mot en lisant ça me bug. Ouais. Je suis pas capable. Puis anyway, c'est peut-être même pas allemand comme non. Comme voyons, pas anglais. C'est hongrois. Ah, c'est ça. Fait que je sais pas. En tout cas, bref. Mes sources, Murderpedia, le podcast Dark Poutine, qui ont vraiment j'ai vraiment eu beaucoup d'informations grâce à eux parce qu'il n'y avait pas tant d'affaires sur cette histoire-là. Et les journaux Ottawa Citizen et The Spec. Donc, on commence avec qui est Peter Demeter. Il naît à Budapest, en Hongrie, le 19 avril 1933. Fait que c'est une histoire quand même vieille, mais encore d'actualité. OK. Il naît dans une famille assez fortunée et bien connectée. Donc, il y avait du cash puis des contacts. Cependant, lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, les temps deviennent un peu plus difficiles pour les Demeter.
Un après-midi, la maison familiale a été victime d'un bombardement russe auquel le frère et la mère de Peter ont survécu, mais pas son père. Oh. Quelques mois plus tard, le frère de Peter est aussi décédé, tué par une balle allemande lors des combats pour Budapest. La Hongrie étant sous domination soviétique, la mère de Peter l'envoie vivre chez ses cousins à la campagne pour le protéger. Lorsque la guerre se termine, Peter revient vivre en ville avec le désir d'aller à l'université et de devenir cinéaste et journaliste. Par contre, ces professions-là, à l'époque, ne sont pas vraiment valorisées. Donc, Peter devient chauffeur de camion. Ah, c'était plus valorisé. Ça a l'air. Ouais. Quelques mois plus tard, il est appelé pour faire son service militaire obligatoire de 2 ans. Après ces 2 ans de service, faisant partie des 200 000 réfugiés qui ont fui le pays après la révolution hongroise de 1956 par les forces soviétiques, Peter immigre au Canada en 1956 à l'âge de 23 ans. Il s'établit en Ontario, plus précisément à Toronto. Il trouve un emploi comme vendeur, mais il trouve que c'est pas assez payant. Fait qu'il commence un peu à s'intéresser à l'immobilier. Par contre, on s'entend que, toi-même l'ayant fait, pour investir en immobilier, il faut de l'argent. Oui. C'est ça que Peter n'a pas. Petit problème. Et voilà. Il décide donc de monter une petite arnaque, parce que lui, ramasser des sous, honnêtement, c'était pas une option, pour ramasser les fonds un peu plus rapidement. Donc, ayant toujours ses contacts en Hongrie, il réussit à convaincre des investisseurs avec des poches profondes. C'est ça qu'on dit? Des poches profondes? En tout cas, bref. Ouais, je sais pas si ça se dit. Il y a une expression en des français. poches. Je vais dire des poches lourdes. OK, je vais sticker à ce que j'ai écrit. Donc, c'est ça. Il réussit à convaincre des investisseurs en Hongrie de lui donner des fonds, de lui envoyer des fonds pour un projet qui promet un gros retour sur investissement. Évidemment, Peter, il fait juste encaisser les chèques en envoyant un retour qu'un simple reçu. Donc, il réussit à amasser 20 000 $, ce qui est quand même, dans les années 50, beaucoup d'argent, qu'il utilise comme mise de fonds pour acheter un appartement en 1962. En passant, il ne s'est jamais fait prendre pour cette escroquerie parce qu'ils n'ont jamais eu assez de preuves et il n'y a jamais personne qui l'a poursuivi. Probablement, en plus, c'était du monde en Hongrie. Ouais. Fait que là, lui était au Canada, fait que c'était comme compliqué à le retrouver puis avoir son argent, dans le fond. Ouais, peut-être aussi. Puis aussi, de ce que je connais des contacts à Peter, c'est pas tous des gens très honnêtes et des gens très... En tout cas, fait que d'après moi... Ben, c'était quand même risqué aussi de sa part, là. Il aurait pu s'en péter la gueule. Oui. Fait que bref, Peter lance officiellement sa carrière comme promoteur immobilier à Toronto et qu'il lâche sa job de vendeur. Après 4 mois, il apprend que sa mère est gravement malade, donc il retourne en Autriche, à Graz plus précisément, pour s'occuper d'elle. J'imagine que sa mère avait déménagé entre-temps de Budapest à Graz. Donc, pendant son séjour en Autriche, Peter rencontre un homme nommé... Ça s'écrit comment? D'après moi, c'est Saba Silagi. Ah. Check, qui est en jaune. Écoute, je peux pas t'aider là-dessus. C'est pas un nom allemand, je te confirme. Non, c'est vraiment pas un nom allemand. Comment le prononcer? C'est C-S-A-B-A-S-Z-I-L-A-G-Y. Saba Silagi. Moi, je vais l'appeler Saba. Ouais. Les 2 hommes deviennent rapidement amis. Peter fait aussi la rencontre lors d'une visite à Vienne d'une jolie jeune femme du nom de Marina Hunt, une mannequin de 20 ans. Après 2 dates, Peter a demandé en mariage. Shit. Il est vite en affaires. Il est vite en affaires. Marina répond non parce que, surprise, elle a déjà un fiancé. Ah, oups. Mais ça semble pas vraiment affecter Peter. Il était complètement obsédé par Marina. Il envoyait des lettres sans arrêt pour lui déclarer son amour. Et malgré le fait qu'elle était fiancée, Marina a continué de répondre aux lettres et de voir Peter parce qu'elle aimait ça l'avoir hooked. Ouais. Donc, un soir, en 1966, Peter est à Vienne pour l'anniversaire de sa rencontre avec Marina. Il veut la voir à tout prix, mais elle refuse et passe le week-end avec un autre homme. Oh. Son fiancé, pas son fiancé, l'histoire ne le dit pas. Okay. Mais ce qui est important de voir dans l'histoire, c'est que Peter apprend ce que Marina a fait, puis il se rend chez elle. Marina, quand elle ouvre la porte, Peter se jette sur elle en l'étranglant et en la menaçant avec un revolver. Oh boy. Marina réussit à s'enfuir. Good job, Marina. Pour te montrer à quel point il est agressif.
Ouais. 2 semaines après cet incident, Peter rencontre une nouvelle flamme, Christine Ferrari. Oh. J'aime vraiment son nom. Ouais. Donc, un peu à propos de Christine. Christine est née à Vienne, en Autriche, en 1940. Elle est connue comme étant grande, mince et magnifique. Sa langue maternelle, c'est l'allemand et elle parle aussi le français et l'italien. Début vingtaine, Christine se marie avec un dénommé Herbert, avec qui elle a un fils, Martin. En 1950, elle commence à s'intéresser au monde de la mode et souhaite devenir mannequin. OK, lui, il se pognait juste des mannequins. Ouais. Puis j'ai vu, je te montrerai les photos, je vais les publier, mais les 2 femmes sont magnifiques. Ouais, Ils sont ça magnifiques. En 1960, Herbert et Christine divorcent, donc après 10 ans de mariage, et Herbert obtient la garde à temps plein de leur fils. Christine, lui, ça lui fait pas tant de peine parce qu'elle voit la perte de la garde de son fils comme une opportunité pour se lancer à 100% dans sa carrière de mannequin. Elle devient rapidement vraiment populaire, puis son nom commence à être vraiment bien connu dans le domaine. En 1966, à l'âge de 26 ans, un ami de Christine lui présente un Canadien qui était venu en visite en Autriche, du nom de Peter Demeter. Qui n'est pas vraiment, c'est pas un Canadien, mais il habitait au Canada. Un nouveau Canadien. Un Hongrois, un nouveau Canadien. Christine, elle parle pas encore très bien l'anglais, mais est en train de l'apprendre comme 4e langue. Et Peter s'offre donc pour l'aider avec son anglais. Et les deux tombent éperdument en amour. Oh, attention Christine. Fait que là, après quelques mois de romance, Peter convainc Christine de déménager avec lui au Canada. Donc, le couple emménage dans une maison de banlieue à Mississauga. J'ai l'adresse. Au 1437 Dundas Crescent North, pour être plus exact, qui est à peu près à 1 heure de Toronto. Le 14 novembre 1967, Peter et Christine se marient à Toronto, 9 jours après le 27e anniversaire de Christine. Ils ont ensuite une fille, Andrea, en 1970. Leur mariage se passe bien pour la première année, mais se met très rapidement à mal aller. Surprise! Tu me vois-tu venir ou tu me vois pas venir? Je sens que ça va mal finir pour Christine. Et à la mi-juillet 1973, donc ils se sont mariés en 67, Christine et Peter reçoivent de la visite à la maison. Leur amie Sybil Brewer et ses 2 filles, dont la nièce de Peter, Vivica, qui avait 17 ans. Et ils ont aussi amené leur chien, un épagnol nommé Beelzebub. Beelzebub! J'aime donc ça. C'est vraiment drôle. Donc, le matin du 18 juillet, toujours en 1973, les filles de Sybil veulent aller magasiner parce qu'elles veulent s'acheter des mocassins et des souvenirs du Canada. La famille venait originairement d'Allemagne, mais ils habitaient au Connecticut. Okay. Ne voulant pas prendre 2 voitures, Christine et sa fille Andrea, 3 ans et demi, décident de rester à la maison. Donc, c'est une opportunité parfaite parce que c'est bientôt l'anniversaire de Christine et Peter veut lui acheter un cadeau. OK. Donc, Peter, Sybil, les 2 filles et Beelzebub partent magasiner à Yorkdale Plaza, à environ une demi-heure de chez eux. Donc, rendu au centre d'achat, le groupe se sépare. Peter dit à tout le monde de se retrouver au point de rencontre à 9h15 précise. À noter que les cellulaires n'existaient pas en 1973. Non. Peter et sa nièce se rendent à la bijouterie Burks pour choisir un cadeau pour Christine. Point. Je fais tout le temps ça. Ils se rendent à la bijouterie Burks pour choisir un cadeau pour Christine. Fin de la phrase. Pendant que Vivica fait le tour du magasin, Peter fait un appel téléphonique avec le téléphone au comptoir du magasin. Ah oui. It was a thing. Parce ouais. que dans le temps. Il y avait, sûrement qu'il y avait des cabines aussi. Là. Ouais, mais lui... Donc, Vivica remarque que la conversation semble un peu agitée. Puis, Peter lui fait signe de s'approcher. Il lui tend le téléphone. Au bout du fil, Christine et Andrea disent à Vivica qu'elles ont hâte qu'ils reviennent à la maison. Il avait juste hâte de les revoir. OK. Peter paie le collier en argent que Vivica et lui avaient choisi comme cadeau pour Christine et partent rejoindre les autres au point de rendez-vous. À 9h20, tout le monde est dans la Mercedes de Peter et sont en route vers Mississauga. Peter fait un arrêt en chemin pour acheter un journal. Arrivé dans l'entrée pavée de la maison des Demeter, Peter regarde sa montre et dit « Il est 9h45, juste assez de temps pour un bon café. » OK.
C'est vraiment pas important dans l'histoire, c'est juste ça qu'il dit. Il ouvre ensuite la porte de garage avec sa télécommande. La porte ouvre. Une scène horrible apparaît. Christine gît par terre dans le garage dans une mare de sang, à côté de la Cadillac de Peter, toute éclaboussée de sang. Peter crie aussitôt et sort de la voiture en disant aux enfants de ne pas bouger de là. Heureusement, Andrea, la petite, de 3 ans et demi... Elle est correcte? Ouais. OK, phew. Non, pour une fois, c'est pas une histoire qui tue des enfants. Au moins. Andrea était dans le salon en train de regarder la télé. Elle avait aucune idée de la tragédie qui venait d'arriver dans le garage. Peter appelle immédiatement la police et leur dit qu'il pense que sa femme s'est suicidée. Il dit ça direct. Les ambulanciers et la police arrivent sur les lieux. Lorsqu'ils demandent à Peter ce qu'il croit qui est arrivé, il leur répond que Christine avait dû tomber sur la tête après être montée sur des poutres au plafond du garage. OK. Le sergent détective John Forbes de la police de Mississauga trouve la mort de Christine un peu étrange. Il y a un livre qui a été écrit par rapport à ça qui s'appelle By Persons Unknown, The Strange Death of Christine Demeter. C'est un livre de George Jonas et Barbara Amiel. Et ils ont l'extrait exact de la description du sergent détective John Forbes de qu'est-ce qu'il a vu quand il est arrivé sur les lieux. Donc, je te lis. OK, j'écoute. Il dit « En entrant dans le garage, j'ai vu le corps d'une femme couchée à plat ventre sur le sol en béton, les pieds vers le nord et la tête vers le sud. Ses mains étaient croisées sous sa poitrine, donc non visibles. Elle portait une longue robe brune descendant jusqu'aux chevilles et des pantoufles argentées, dont l'une était encore sur son pied droit et l'autre sur le sol. À l'ouest de... T'es-tu en train de le mimer? Ah, je pensais que t'étais en train de faire le mime. Non. À l'ouest de son pied gauche, en l'examinant de plus près, j'ai constaté qu'elle portait une petite culotte blanche à pois noirs et bruns. Cette culotte était en bon état et était en place sur ses hanches. Elle ne portait pas de brassière. La robe qu'elle portait était à dos nu et attachée à l'arrière de son cou. Lors de l'examen du corps, il a été noté qu'il y avait de nombreuses petites ecchymoses sur ses 2 cuisses, ses tibias et son genou droit. Elle avait une énorme blessure au crâne causée par un écrasement. Sa matière cérébrale avait émergé de cette blessure crânienne. Ce qui veut dire son... Ouais. J'ai la photo. Est-ce que tu veux voir ou pas? Mais c'est pas si... Ouais. Tu veux-tu voir? Je pense que oui. Là. Tu sais, ça a été publié, cette photo-là. Aïe. Ouais, une chance qu'ils publient plus ces choses-là aujourd'hui. Là. Non, ça n'a aucun... C'est tellement un manque de respect. Vraiment. Ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de sang. Il y a vraiment beaucoup de sang. Je vais publier la photo, fait que vous allez pouvoir la voir, là, mais... Donc, les blessures de Christine ressemblent pas du tout à une chute, comme Peter l'avait décrite. Elle avait été frappée à la tête avec quelque chose de très lourd au moins 6 ou 7 fois. Sur la scène du crime, la police a décrit Peter comme étant étrange, agressif et parfois d'un calme plat. Pendant qu'ils attendaient l'ambulance, ça c'est vraiment whack, Peter, qui était avec son ami Sybil, il faisait comme un reacting, il faisait une démonstration de comment il pensait que Christine était tombée. Des poutres, il y avait des poutres de bois au garage. Lui, direct, là. Il faisait ça, comme un... Ouais. Fait que là, Peter, il arrête pas aussi d'achaler les policiers parce qu'il arrête pas de leur demander pourquoi le corps de sa femme n'est pas retiré du garage puis amené à l'hôpital. Fait que là, la police lui répond qu'ils doivent étudier une enquête. T'sais, tout le monde sait ça, que tu bouges jamais un corps. Ouais. Tu touches pas. Il voulait faire une enquête complète avant de la bouger. Donc, Peter se fâche et demande qu'il la sorte immédiatement. C'est drôle parce que Peter, il agit comme s'il était accusé du meurtre. Mais tu sais, il n'y a personne qui l'a accusé de quoi que ce soit. Non, ça vient juste de se passer. Là, ouais. C'est comme... Mais tu sais, il a l'air louche. Oui, il a vraiment l'air louche. Fait que là, la police lui demande s'ils peuvent l'emmener au poste pour lui poser des questions. Mais tu sais, lui, il est comme, est-ce que je suis en état d'arrestation? Non, on veut juste savoir qu'est-ce qui s'est passé. On veut juste récolter des informations. Donc, il les suit au poste. Lors de l'interrogatoire, Peter, il est évasif, puis il est vraiment agressif et nerveux. Puis il agit tellement de manière révoltée puis bizarre que la police, là, a commencé à le soupçonner. Il le soupçonnait pas, mais parce qu'il agit comme ça, là, il a comme, OK, non, il y a de quoi qui marche pas. Il commence donc à enquêter sur Peter.
Il découvre rapidement que Peter entretient une relation extra-conjugale avec Marina, la mannequin de Vienne, depuis de nombreuses années. Celle qu'il avait agressée, là, qu'il Oui. avait attaquée? Oui. Hein? Oui, ils se voyaient encore. Ah, oui. Et Christine aussi, il découvre qu'elle avait un amant. Ah. Ils s'aimaient pas tant, Christine et Peter. Il n'y avait pas tant d'amour. C'est là. ça. Donc, la police découvre aussi que les deux avaient une assurance vie d'1 million de dollars l'un sur l'autre, Peter et Christine. C'est beaucoup en 1973. C'est gigantesque. La police met donc le téléphone de Peter sur écoute dès le lendemain de la mort de Christine parce qu'il était trop bizarre. À l'époque, la police n'avait pas besoin de mandat pour faire ça. Ouais. Ils se rendent compte qu'il est très, très proche de son associé, Saba Silagi, qu'il avait rencontré avant, qui est maintenant son associé. Et ils décident de l'interroger parce qu'ils ont trop de conversations bizarres. Ils décident de l'interroger. Donc, Saba décide de trahir son ami Peter et de dire tout ce qu'il savait aux policiers. Oh. Donc, il raconte. En 1968, Saba a terminé son service militaire en Autriche. Puis, Peter, à ce moment-là, il était déjà ami. Et Peter l'avait invité à venir avec lui au Canada parce qu'il disait que la vie ici est vraiment meilleure. Par contre, Peter avait comme pas assez de place ou assez d'argent pour loger son ami. Donc, il a économisé beaucoup pour l'aider à immigrer au Canada. À la fin de l'année 1968, Peter a avoué à Saba qu'il y avait une personne dans sa vie qui voulait tuer, sans mentionner qui ou pourquoi. L'année suivante, en 69, Peter a finalement réussi à amasser assez de sous pour payer le billet d'avion à Saba pour qu'il vienne au Canada et il lui a offert une chambre dans sa maison. Avec Christine, où il a vécu jusqu'à l'été 1970. À la fin de cet été-là, Peter lui a avoué que la personne qu'il voulait tuer, c'était sa femme, Christine. Au cours des 2 ou 3 années suivantes, Peter a continué à discuter avec Saba de plusieurs plans pour tenter de tuer Christine. Il voulait absolument que ça ressemble à un accident. Après avoir tout avoué l'histoire aux policiers, Saba a signé sa déclaration et il décide d'aider plus la police. Au funérailles de Christine, Saba accepte de porter un micro. Et dans une de ses conversations avec Peter, il mentionne que c'est pas lui qui a tué sa femme. Mais tu sais, il sait que quelqu'un l'a tué. Fait qu'il avoue qu'il est impliqué dans le meurtre. Mais c'est pas lui. Il dit que c'est pas lui. En plus, au début, je pensais que tu allais me dire que Saba, c'est lui qui l'avait fait pour Peter, dans le fond. Attends. Ah, OK. Avec l'écoute de nombreuses conversations louches au téléphone et avec Saba qui a son micro, la police en a assez pour procéder à l'arrestation de Peter. Donc, la police arrête Peter à son domicile le 17 août 1973, soit 30 jours après le meurtre de Christine. Peter engage les avocats Edward Greenspan et Joseph Palmer pour le défendre. Plus d'1 an plus tard, le procès de Peter commence. Les fameuses 11 semaines. Oui, c'est ça, les 11 semaines. Donc, parmi les preuves, on a plusieurs enregistrements de conversations téléphoniques avec... Ah, je l'ai fait encore, point. Parmi les preuves, plusieurs enregistrements de conversations téléphoniques. Point. Aussi, avec Saba, il y a Saba qui incrimine gravement Peter. Et ils ont aussi de nombreuses lettres entre Marina et Peter qui l'incriminent beaucoup. Dans une des lettres, par exemple, du 9 juillet 1973, Peter écrit à Marina et signe en disant « J'attends ton arrivée comme les enfants attendent Noël ». Dans la lettre suivante du 10 juillet, on apprend que Marina est enceinte. Oh. Et là, on est le 18 juillet. Puis le meurtre serait le 18. C'est 8 jours avant. Parmi les témoins pendant le procès, il y a Saba qui confirme que Peter a mentionné à plusieurs reprises vouloir tuer sa femme. Alors là, c'est là que Peter comprend que c'est Saba qui est parti tout ça. Ah, il savait pas. Laisse-moi dire que leur amitié s'est terminée là. Ouais, j'imagine. Il y a aussi parmi les témoins un certain Monsieur X. Ah. Monsieur X est un informateur de la prison. On connaît son nom, en fait. Il s'appelle Giala Virag. Giala. Giala?
Je pense pas que je pourrais t'aider là. Jala Virag. Virag. Ouais. Voilà. Qui a déclaré à la cour que Peter avait admis avoir engagé un tueur à gages nommé... Je suis brûlée. Je vais vraiment pas mal les prononcer, mais... Imier Olkaveric. Voilà. Mais connu sous le nom de The Duck. The Duck. Le canard. C'est pas full épeurant comme... Non, vraiment pas. C'est Pour un un tueur à tueur. gages. Le canard. Lui est en Hongrie. Donc, le 6 décembre 1974, le gouvernement canadien a demandé l'extradition de Hongrie d'Émier Le Canard, qui était soupçonné du meurtre de Christine, mais on ne retrouve jamais. Oh. Des reportages ont indiqué qu'il était décédé en Hongrie en 1975. Oh. Tu sais, coïncidence. C'est le seul soupçonné de la mort de Christine, mais il meurt boum. out of the blue de même. Comme autre témoin, il y a un ancien boxeur du nom de Joseph Dinardo que lui a affirmé que de son côté, Christine, elle lui avait offert 10 000 $ pour battre Peter à mort. Ben non. Une semaine avant sa mort. Ben non. Ouais. C'est fou, hein? Avec les deux, ils savaient vraiment pas. Là. Les deux voulaient se tuer. Oui. Oh my God. C'est un mariage réussi. Donc, c'est le divorce, gang. Le divorce. Donc, le procès de 11 semaines, le plus long de l'histoire criminelle canadienne, se termine après 48 heures de délibération du jury qui déclare Peter Demeter coupable d'avoir engagé quelqu'un pour assassiner sa femme Christine. OK. Il n'est pas coupable de meurtre. Un complot. Ouais. Le 6 décembre 1974, Peter est condamné à la prison à vie et on ne retrouvera jamais le meurtrier de Christine. Là, tu penses que l'histoire s'arrête là? Ben, j'imagine que non, ça a duré 11 semaines. Ou c'est ça qui a duré 11 semaines? Non, c'est ça qui a duré 11 semaines. Ah, OK. Mais notre petit Peter, il n'a pas fini. Là. Ouais, il va. Sa carrière de criminel ne se termine pas là. Oh! Pendant son incarcération, Peter il décide de poursuivre les compagnies d'assurance qui ne voulaient pas payer l'indemnité d'assurance de sa femme due à sa condamnation de complot pour meurtre. Oui, c'est ça. Tu n'as pas le droit de recevoir l'argent quand c'est toi qui tues ton conjoint. Je penserais pas, non. Non, c'est dans les conditions. Fait que là, lui, il est poursuivi pareil, parce qu'il veut du cash, il est obsédé par l'argent. Il engage donc son cousin Steven comme avocat pour le défendre. Donc, en plus du fait que les cas sont rejetés, no shit, et que Peter ne touche jamais à l'argent des assurances, en plus de ça, son cousin, il monte une facture légale de 60 000 $. Évidemment, Peter, il veut pas payer ça. Le hic, c'est que Steven, son cousin, il a la garde de la fille de Peter, Andrea, parce qu'il est en prison puis que sa mère est décédée. Donc... Puis qu'ils n'ont pas de famille proche à part lui, non. Sûrement. Donc, Steven a accès au compte de banque de Peter pour s'occuper de sa fille. Fait qu'il est allé se servir. Fait qu'il va se payer lui-même le 60 000 $. Il fait bien. Mais c'est une facture, je veux dire. Fait que là, on s'entend que Peter, il est pas très content d'entendre ça. Il développe une petite frustration, mettons. Oh non, il va pas vouloir tuer Steven. Pire. Attends. En 83, après 10 ans de prison, Peter fait une demande de libération conditionnelle qui est acceptée en raison de sa bonne conduite. Peter est donc transféré, il est libéré sur parole et transféré à Peterborough, en Ontario, dans une maison de transition. Là, on se dit, il va bien se calmer. Tu sais, il est en maison de transition, ça va bien. Non. Il est en crise contre son cousin. Faut un plan. Fait que là, son cousin qui s'occupe de sa fille depuis 10 ans, genre. Ouais. Mais non. Qui l'a aidé, genre, légalement. Genre. Non, il s'est payé avec son argent. Il doit mourir. Donc, il concocte un plan. T'as des étapes. J'ai des étapes. Yes. 5 étapes faciles. 1. Contacter son ami Tony Preston, qui est un petit criminel qui fait des petites choses par-ci par-là. 2. Lui demander de brûler la maison de Peter à Mississauga en faisant passer ça pour un accident. 3. Payer Tony 8 000 $ avec l'argent des assurances sur la maison qui a brûlé. 4. Utiliser le reste de l'argent des assurances pour kidnapper Stuart, le fils de Steven. Et 5. Tuer Stuart. What? Le fils. Le fils? Ouais. OK, c'est un esti de fou. Ouais. Comme dans tout bon plan.
Sachi? Il y a un problème, oui. Tony Preston, il s'est fait arrêter juste avant d'aller incendier la maison. Je sais pas si exactement comment il s'est fait arrêter et pourquoi, mais quand il se fait arrêter, Tony, il balance Peter puis il avoue tout. Fait que ça n'a pas marché. Donc, Stewart n'est pas tué. Thank God. Ah oui, une chance que ça chie. Oui. Donc là, Peter est accusé de conspiration d'enlèvement et de meurtre. En juillet 85, donc 2 ans après, Peter, il y a un procès, encore. Un autre. Et il est reconnu coupable des accusations et reçoit 2 peines de prison à vie à exécuter simultanément, donc en même temps. Le juge qualifie Peter pendant le procès d'homme très dangereux, très intelligent et diabolique. Oui, je suis d'accord avec lui. Pendant son séjour, quand il était dans la maison de transition 2 ans plus tôt, Peter avait rencontré une femme du nom de Lisa Ross, qui était une mère d'une fille de 9 ans. Lisa est tombée en amour par-dessus la tête avec Peter, classique. Et il pouvait vraiment y faire ce qu'il voulait. Fait que pendant le procès pour conspiration de meurtre, Lisa est venue témoigner en faveur de Peter et disait qu'il était innocent. Elle n'avait aucune espèce d'idée de ce qui s'était passé, mais elle avait témoigné en sa faveur. Étais-tu au courant qu'il a fait tuer sa première femme? Je sais pas, écoute. Peut-être pas. Malgré tout, Peter est de retour en prison pour purger ses 2 peines de prison à vie. Donc, c'est les peines numéro 2 et 3 de prison à vie pour Peter. Là, tu dis, est-ce que c'est fini? Non! Il n'a pas fini, le petit Peter. Toujours en crise. Donc là, il est de retour en prison. Ouais. Puis là, il continue ses petites manigances. Il a le goût de tuer quelqu'un. Donc là, à la fin de l'été 1985, il commence à planifier l'enlèvement et le meurtre d'un autre enfant. Voyons, lui. Ouais. Cette fois-ci, il s'agit de la fille de son ancienne avocate, Toby Bellman, qui l'avait représentée lors d'une audience de libération conditionnelle. Puis il est fâché après elle parce que... La même maudite raison que l'autre. Elle lui a demandé de l'argent pour ses services? Oui. Voyons, lui. Toby, elle avait 3 enfants et elle lui avait facturé 46 000 $ de frais juridiques que Peter n'a jamais voulu payer. Classique Peter. Ouais. Toby, elle n'est pas conne. Je veux dire, elle s'est payée elle-même en gelant des actifs boursiers qui appartenaient à Peter. Sûrement qu'ils ont le droit de faire ça, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais. Ça l'a rendu Peter en beau joie le vert, comme il dit. Eh bien là, il n'y a plus personne qui va vouloir le représenter. Après ça, là, ça fait comme 2 avocats qui veulent... tu le représentes, t'es pas payé, puis tu perds tes enfants. Mais à la date, aucun enfant qui est mort. Non. Mais... Ouais. Donc, elle a pris l'argent à Peter qu'il lui devait. Elle doit mourir. Donc, avec l'aide de Lisa Ross, elle qui est tombée en amour avec lui dans la maison de transition, et de son ancien compagnon de cellule, un autre Peter, Winstanley, il complote pour kidnapper un des enfants de Toby, sa fille aînée, adolescente, et il voulait demander une rançon de 400 000 $. Le plan, c'était de tuer l'enfant si Toby refusait de payer. Tout simplement. Du 400 000 $, Peter y avait promis 25 000 $ à son compagnon de cellule et le reste servirait à payer pour que Peter et Lisa aillent s'exiler au Costa Rica quand Peter serait libéré sur parole. Je sais pas dans quel monde il pensait qu'il allait avoir une libération conditionnelle encore. Prochainement. Là, après 3 condamnations à la prison à vie. Donc, encore une fois, le plan rencontre un problème. Peter Winstanley a décidé de tout raconter à la police. Yeah, good job. Yes. Cette fois-ci, au procès, le juge le qualifie de psychopathe. Là, c'est comme, fuck, man. Peter restera donc en prison pour le restant de ses jours à l'Institut Bath, un établissement à sécurité moyenne situé à Bath, en Ontario. En prison, Peter il a eu un accident vasculaire cérébral, il a fait une crise cardiaque, il a subi une chimiothérapie en raison de 3 diagnostics de cancer. Il l'a pas eu facile. Il a, pendant ces 3 procès, il avait refusé d'avoir son échantillon d'ADN fourni dans la banque. Ah oui, il avait le droit de refuser. Il avait le droit de refuser. Mais en mai 2006, après qu'il ait refusé encore de fournir un échantillon d'ADN, il y a un juge qui a ordonné qu'un échantillon soit prélevé et donc son ADN a depuis été inclus dans la Banque de données génétiques du Canada.
qui est une bonne affaire. Oui. En 2019, à 85 ans, Peter a fait une deuxième demande de libération conditionnelle en clamant toujours son innocence, parce que lui, il a toujours dit qu'il n'avait rien à voir dans tout ça. Mais la commission des libérations conditionnelles a rejeté sa demande et affirme que Peter Demeter doit rester en prison. On peut lire dans leur rapport, et je cite, « Vous présentez un risque excessif pour la société. » Même à 85 ans. Ce qui est quand même juste poli. Donc, l'histoire s'arrête là. Mais je fais une petite partie sur Andrea, sa fille. OK. Parce que ça a été des circonstances assez spéciales dans lesquelles elle a grandi, on s'entend. Oui, vraiment. Au début, quand son père a été arrêté puis qu'elle a commencé à habiter avec son oncle, elle allait visiter son père tous les mardis parce qu'elle savait pas que c'était lui qui avait tué sa mère. Ben oui, elle était jeune. Hein? Ben oui, elle était très, très jeune. Elle avait 3 ans et demi. Oui. Fait que tu dis pas « papa a tué maman ». À l'âge de 9 ans, donc 6 ans après la tragédie, il y a un élève de son école qui a montré la photo que je viens de te montrer de sa mère gisant dans une mare de sang. Puis il a dit « c'est ton père qui a tué ta mère ». Fait que c'est comme ça qu'elle l'a appris. C'est quand même capoté. Pauvre petit chat. Ouais. Elle a confié dans une entrevue au journal le Toronto Sun en 2004. Elle disait « Tous les mardis, je devais rendre visite à l'homme le plus effrayant de la planète. Hey. » Ça me donne des frissons. Oui, j'ai eu des frissons qui viennent de parcourir le corps. Après quelques années, elle a décidé de couper les pompes parce qu'il faisait trop peur. Et je termine sur ceci. Andrea, elle a publié des commentaires négatifs sur les agissements de son père sur les réseaux sociaux parce qu'elle est vraiment contre tout ce qu'il a fait. Après quoi, Peter il a modifié son testament pour lui léguer $1. Ça a été le dernier contact qu'ils ont eu. Arc. Quelle personne horrible. Non, mais tu sais... Puis il va le léguer à qui, son argent? Il n'y a personne... Ben, de toute façon, il n'y a pas d'argent. Ils viennent dépenser 100 000 $ en frais juridiques que les avocats se paient eux-mêmes. Ouais. Mais ça a l'air qu'il y avait vraiment beaucoup d'actifs boursiers. Ouais, c'est ça, s'il avait investi en immobilier aussi. Puis, Là, cette année, il va avoir 90 ans. Ah, mais il est peut-être encore... Je sais pas si Lisa l'attend encore. Je sais pas. Peut-être qu'il a légué son argent à Lisa. Peut-être. Mais je sais que sa fille... Mais de toute façon, je pense même s'il avait légué de l'argent à sa fille, je pense pas que sa fille, elle le voudrait. Elle le voudrait pas, ouais. Voilà, un bon fou. Arc, je l'haïs donc ben. Ouais. Au début, j'étais comme, l'histoire est quand même trash, mais tu sais, elle a rien de spécial. Puis là, j'étais là, deuxième condamnation de prison à vie. Troisième condamnation de prison à vie. Puis ça a l'air, il y a des rumeurs qu'il y en aurait eu numéro 4 et numéro 5. Mais les sources étaient vraiment vagues et pas fiables. Fait que j'en ai pas parlé, mais... Peut-être. Ce qui me surprendrait vraiment pas qu'ils se rendent en 9. Essayer de faire d'autres choses. Parce que de toute façon, même rendu là, t'as prison à vie. Fait que même si tu l'as encore et encore et encore, tu peux toutes les faire en même temps. Je veux dire, une vie, ça a une fin à un moment donné. Fait que lui est comme, fuck off, j'ai déjà prison à vie, je vais continuer à faire des merdes. Puis essayer de tuer des gens unsuccessfully. Puis à pas payer mes avocats. Et à pas payer. Tuer leur enfant. Puis tu sais, il y a tellement d'autres détails aussi. Là, je pouvais pas tout dire parce que j'avais déjà 9 pages d'écrit, mais tu sais, ils ont essayé de le transférer dans des maisons de transition qui voulaient rien savoir de lui. Il y a tellement d'affaires par rapport à ce gars-là. C'est l'enfer comment est-ce qu'il y avait des... En tout cas, j'ai fallu que j'enlève beaucoup de choses dans l'histoire, mais c'est un fucking psychopathe. Ça n'a aucun sens. Puis tu sais, il tue pas les personnes qu'il veut tuer, il tue leurs enfants. Ouais. Ben, il voulait. Une chance, tous ses plans ont chié. Ouais, dans ses plans, ouais. Mais... Sauf sa femme. Un méchant malade. Là. Puis on n'a jamais su, il n'y a jamais personne qui a eu de peine pour la mort de Christine. Mais c'est ça, le meurtrier de Christine, il a pas Ben ouais, payé. je pense que c'est le Hongrois qui est décédé, mais je pense que Peter l'a fait tuer pour pas qu'il parle, parce qu'il s'est rendu compte que tout le monde autour de lui parlait. Puis il y a d'autres témoins aussi, là, j'ai pas tout mentionné, mais... En tout cas, bref, belle histoire de psychopathe. Ouais. J'espère que ça vous a fait plaisir si vous écoutez ça dans votre auto, votre camion, en faisant le déjeuner, je sais pas, en travaillant. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. Beaucoup qui nous écoutent en travaillant. Fait que voilà. Merci pour cette histoire, je la connaissais pas du tout. C'est spécial. Voilà. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine? Oui. Est-ce qu'on a droit à un teaser? Ça se passe en Abitibi. Yeah! On l'a pas fait de l'Abitibi encore, non? Non, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit que j'en ferai un en Abitibi. Yes! Parfait. Ben, continuez à nous écrire, puis
Crime, on a oublié de vous remercier pour tous les illustrateurs qui nous ont écrit, les designers graphiques et tout. On a reçu tellement. On doit être proche d'une centaine, pour vrai. On s'attendait comme pas à ça. Merci tellement. On est un peu submergés. On va trouver un plan. Oui, essayer de choisir. Parce on que aimerait ça parce tout que vous prendre. Vous êtes comme tous très talentueux. Vraiment. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Non, on sait pas encore. Écoutez, on va... Ouais. Donc, merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur candidature. On évalue tout ça, puis on vous revient rapidement. Là. Ouais. Merci encore. Merci. On se voit dans 2 semaines et dans 1 semaine pour les Patreons. Ouais. Semaine prochaine, Patreon. Wouhou! Bye! Bye!